beaucoup. Donc, pour nous parler de notre dernière perspective, celle des décisionnaires, je vais inviter Mme Patricia Lefebvre, qui est directrice générale adjointe de la Direction soutien, administration et performance du Centre université de santé McGill. Mme Suzy Judd, patiente partenaire au Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, et M. Tarek Ijal, chercheur associé à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université McGill. Donc, on a des présentateurs provenant de l'Université McGill et de ses affiliations. Donc, mesdames, messieurs, à vous. Alors, bonjour tout le monde, ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, puis on aurait aimé garder Mario, parce que Mario, c'est notre patient partenaire qui fait tous les travaux avec nous et qui on apprécie énormément, il s'implique énormément, mais beaucoup sur notre comité d'éthique organisationnelle, où on discute beaucoup de ces questions-là. Alors, j'ai choisi d'adresser la question du décideur sur la question « Qu'est-ce que les décideurs doivent mettre en place pour rassurer le patient face à son consentement ?» et de comment on fait ça de façon transparente. Alors, c'est notre responsabilité en tant que décideur d'établir une gouvernance pour assurer une saine gestion des actifs informationnels. Et je vais vous donner des exemples, puis je ne répéterai pas, j'ai vu, les conférences sont extrêmement intéressantes. Arrivé en dernier, on a la chance d'aller directement sur certains points. Alors, je vais vous parler très concrètement des actions qu'on a prises au Centre universitaire de santé McGill en lien avec tout ce qui est la valorisation des données, étant très conscient que ça nous aide à c'est un catalyseur à la réalisation de notre mission, mais je vais vous parler en mode de gestion. Donc, je ne parlerai plus de tout ce qui est découvert, recherche des cliniciens. Alors, au point de vue gouvernance, nous avons débuté par l'adoption d'une politique de gestion d'actifs informationnels, une politique qui a été développée avec des patients partenaires. Donc, comment on va gérer tout le cycle de la gestion de la donnée, du consentement à la collecte, à sa diffusion et à son partage, et qu'on a d'ailleurs fait entériner par notre conseil d'administration. Et pourquoi je vous parle d'une politique? Parce que ça semble un levier, on se dit, ah, c'est faible une politique, mais c'est parce que ça devenait pour nous le cadre et notre engagement envers les patients, envers notre communauté, sur comment on allait utiliser les données, qu'elles soient de façon métadonnée ou de façon individuelle, c'est notre cadre de référence. Et un cadre sans action, ça ne pourrait pas vivre. Alors, nous avons nommé également, là, dans les dernières années, un chef médical de la transformation numérique, un directeur administratif de transformation numérique. Ces deux personnes-là ont pour mandat d'actualiser et un mandat de vigilance et d'utilisation de la donnée. Donc, on regarde toutes les demandes CUSUM. Et on a donc adopté un comité exécutif de cette gestion-là. Et ils ont pour rôle de regarder est-ce qu'on respecte les normes, est-ce que nos normes de sécurité de l'information sont présentes, comment on gère les cas particuliers, comment on encadre des demandes et l'utilisation des données anonymisées, nominalisées. Et nous, ce qu'on appelle, et naturellement, j'ai oublié de le dire, j'aurais dû dire, mais c'est un réflexe, on a des patients partenaires sur notre comité exécutif. Donc, des patients contribuent à la rédaction de la politique et on a des patients qui sont au centre de la décision, même voix sur le comité. Alors, ils s'expriment et ils sont en toute transparence, on informe les gens de ce qu'on fait. Et on l'appelle un peu notre comité, en ce moment, nous, on navigue entre des cadres légaux, juridiques, éthiques, et on l'appelle notre comité du 110 km/h, c'est-à-dire qu'ils nous font des recommandations sur des demandes qui nous sont faites, où on leur dit, bien, si on respectait toutes les cases éthiques, légales et tout ça, c'est le 100 km/h sur l'autoroute, mais on nous demande quelque chose, puis qu'est-ce que ça voudrait dire, les bénéfices pour les patients et pour l'organisation? Est-ce qu'on tolère 110 km/h? Et on est en train d'écrire, et à chaque fois qu'on prend des décisions, on les publie et les gens peuvent savoir comment on utilise les données. Autre chose qu'on fait pour s'assurer également là, de la grande transparence, c'est au niveau, les patients nous demandent aussi à quoi servent nos données. Je pense qu'il faut qu'ils aient des exemples très concrets. Alors, juste un de nos exemples, c'est que notre comité qualité au CUSUM regarde tous les plans de qualité, les accidents, les incidents, les bons coups, l'amélioration, mais visuellement, on a des stations visuelles à l'intérieur de l'ensemble de l'organisation où les patients peuvent, partout où ils sont, dans les cliniques externes, les unités de soins, voir comment on utilise les données. Un exemple concret, ils voient tous nos taux d'infection nosocomiale. Ils voient nos taux de lavage des mains par professionnels, par type d'emploi.
Ils voient nos accidents, nos incidents et toutes autres, les infections post-chirurgicales. Et pour nous, cette information-là qui leur est disponible et à qui ils peuvent toujours nous poser des questions sur les résultats, exprime comment la donnée d'un individu qui a eu une infection nosocomiale est utilisée pour l'amélioration des soins. Alors, je ne vais pas aller plus en détail, on a plusieurs autres leviers. On est aussi, en tant que gestionnaire et la direction, imputable de gérer cette culture de transparence, de l'ouvrir et d'en faire une valeur. Et je vais plutôt donner, c'est pour ça que nous, on a fait une triade, la parole à Tarek et à Sylvie, parce que le projet qu'on vous présente est un exemple où, au lieu de demander aux patients de nous donner les données, ce qu'on a dit aux patients, c'est vos données sont les vôtres. Ils tiennent leurs données dans un portail patient, ils leur appartiennent, ils choisissent à qui ils le partagent. Et on a eu affaire, et là, je vais demander à Tarek de nous aider. On a parlé à l'autre conférence, mais quand l'organisation a dit oui, on va de l'avant, le gros travail était de dire à nos professionnels de la santé, les patients vont voir vos notes au dossier, tous les événements qui se passent par rapport à leur santé et à leurs événements au CUSUM. Ils vont voir tout ce que vous écrivez en temps réel dans leurs mains. Et il y a eu un travail de changement de culture. Et Tarek a été notre médecin gestionnaire qui a beaucoup géré ce changement de culture. Alors, Tarek, tu pourrais nous présenter un petit peu les stratégies que tu as mises en place. Merci beaucoup, Patricia. Donc, je vais y aller. C'est un projet qu'on a mis en place ici au Centre du cancer des Cèdres du CUSUM, le projet OPAL. Donc, je vais déjà un peu répondre à ta question par rapport au changement de culture. Et ensuite, avec Suzy, on va parler un peu plus du projet OPAL. Vous montrer qu'il regroupe plus ou moins la plus grande partie des points qui ont été discutés ce matin. C'est-à-dire, chaque fois que je vous écoutais parler, je disais, ah, nous, on essaie de faire ça, nous, on essaie de faire ceci. Puis, on va voir ensuite comment on a fait rentrer aussi le patient dans tout ça. Donc, par rapport au changement de culture, j'ai voulu mettre cet article du New York Times d'il y a 2 semaines. Quand les notes du médecin vous blessent. C'était donc d'une patiente journaliste aux patients, aux gens, aux lecteurs du New York Times. Parce que c'était un peu ça la problématique à laquelle on était confronté. C'est qu'on avait un nouvel outil qui donnait plein de données aux patients, qui leur donnait même leurs notes de radio-oncologie. Et puis, on avait les médecins qui étaient inquiets de faire ce changement-là, un peu comme on vient de parler par rapport à Rimouski. Et il a fallu vraiment éduquer, parce qu'on ne peut pas forcer ça. On ne peut pas faire un top-to-bottom approach, leur dire ça c'est obligatoire, voici comment on va fonctionner avec un nouveau système de partage de données avec les patients. On a donc dû éduquer nos équipes cliniques, les écouter, répondre à leurs questions, leurs questionnements, leurs anxiétés, parce que ce sont toujours les mêmes anxiétés qui reviennent. Si on donne les données, les patients vont nous poser beaucoup plus de questions. On n'a pas le temps. Est-ce qu'on va être occupé à répondre à des coups de fil parce qu'ils ne comprennent pas un mot de leur note médicale ou bien un résultat de laboratoire? Donc, on a dû vraiment faire un grand travail d'écoute. On a dû rencontrer les cliniciens en groupe pour leur expliquer que partager les données n'est pas si mauvais que ça. Au contraire, on croit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, évidemment. On a aussi dû faire 2 choses. Leur montrer que c'est quelque chose qui se fait ailleurs dans le monde. On sait que c'est de plus en plus commun dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe, et que même peut-être qu'au Québec, on est peut-être un peu en retard par rapport au reste du monde. C'est-à-dire, on peut voir qu'à Toronto, le University Health Network, donc tous les hôpitaux de l'Université de Toronto, ils ont un portail patient qui donne beaucoup de données aux patients de manière live. Ce n'est pas comme le carnet santé où il faut attendre 30 jours. Et notre outil aussi, c'était de manière directe. Et puis, on a décidé aussi de piloter le projet, c'est-à-dire d'y aller étape par étape, de ne pas dire on va débuter dans tout le centre du cancer avec tous nos patients, mais qu'on allait le faire dans une division du centre du cancer pour une population de patients, c'était les patientes avec le cancer du sein, se donner quelques mois, voir que ça fonctionne et ensuite aller de manière plus étendue. Et
en donnant quelques mois, en montrant que l'apocalypse n'arrive pas, on a pu convaincre nos confrères que c'est un projet utile. Et je vous dirais même plus que ça, lorsque nos confrères ont vu que ça marche bien, les patients demandaient moins des rapports à être imprimés, avaient des questions plus pertinentes, pouvaient répondre à des questionnaires de PRO, et que ça pouvait les aider dans leur clinique, soudainement, c'est les autres cliniciens qui me disaient « Oui, on est intéressés, pouvons-nous aller plus vite? Pouvons-nous commencer dans le sarcome? Pouvons-nous commencer en urologie? Pourquoi on est seulement en cancer du sein? » Donc, ça, c'est ce qui a bien été. Mais en même temps, maintenant qu'on est en train de voir comment on va mettre cet outil partout dans l'hôpital ou plus dans l'hôpital plutôt que partout dans d'autres départements, la même chose recommence. C'est maintenant d'autres médecins en dehors du centre du cancer qui sont inquiets. Et moi, j'espère qu'en leur disant que ça fonctionne dans le centre du cancer, il n'y a aucune autre raison pour que ça ne fonctionne pas chez vous. C'est quoi, je voulais juste présenter rapidement, c'est quoi cette application Opal dont on parle. C'est une application qui a été faite grâce à une patiente qui était cofondatrice du projet Laurie, qui malheureusement nous a quittés en 2019, moi-même et John Kildea, un physicien médical. Et la vision de l'application, c'est plus ou moins la vision de tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui. C'est, vous voyez au centre, une application portail patient que le patient tient dans ses mains, qui sera avec un projet qu'on vient de débuter, connecté même à tout ce qui est Internet of Things, des bracelets qui mesurent des différentes, les signes vitaux, des choses comme ça, des questionnaires qu'on peut poser aux patients pour que nous, en temps, donc cette application va générer des données du patient, donc des questionnaires, des données de signes vitaux que le patient pourra partager dans des bases de données de recherche et des bases de données cliniques. Mais cette application permet aussi aux patients, comme on parlait avant, de recevoir ces données, tels les résultats de laboratoire, vous pouvez voir à droite, tels les notes cliniques, mais aussi les patients peuvent recevoir du matériel éducatif. Et la philosophie d'Opal, c'est que chaque type de données que l'on donne aux patients, on l'explique. On a dû faire un énorme travail avant de débuter. Donc, lorsqu'un patient voit ce résultat de laboratoire ici, il peut appuyer sur « Expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire » et ils ont une information par rapport à ce résultat de laboratoire. Ils ont même l'information comment une note clinique fonctionne. Ça, c'est la note de consultation de votre radio-oncologue. Voici de quoi il va parler pour expliquer à vous et à ses confrères comment les choses fonctionnent. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a fait et on donne du matériel éducatif, des pamphlets pour expliquer un peu aux patients comment les choses fonctionnent. Donc, ça, c'est la partie plus clinique, mais en même temps, toutes les données que l'équipe clinique reçoit peuvent être utilisées pour la recherche. Qu'est-ce qu'on fait avec la recherche? Ça, c'est le projet partage où on a reçu le soutien de la Fondation Trottier. Donc, les patients à gauche, c'est la partie clinique. Vous voyez les deux premières captures d'écran. Mais la partie recherche, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. C'est de demander aux patients, lorsqu'il y a des projets de recherche, ça c'est un projet en cours de développement, on leur demande, voulez-vous donner vos données ou pas là? Quelles données voulez-vous nous donner? Et le patient peut choisir quelles données partager pour quelle étude de recherche avec l'équipe clinique. Et le but aussi à la fin, c'est de pouvoir donner les résultats de la recherche qui a été faite et dire aux patients, voilà les résultats qu'on a eus grâce à vos données et aux données des autres patients. Et tout ça se fait par ce qu'on appelle la co-conception des parties prenantes, dont un patient ou une patiente, chez nous, ça a été des patientes au cœur du projet. Et on avait Laurie avant qui était patiente et qui était co-fondatrice, co-gestionnaire du projet. Mais aujourd'hui, nous avons Suzy qui est au fait la gestionnaire de ce projet-là avec John et moi. C'est elle qui gère toute l'équipe et elle est patiente aussi, elle pourra nous en parler.
et qui donc prend les décisions avec nous pour arriver à ce que ce projet arrive chez les patients. Et moi, je vais passer directement et poser quelques questions à Suzy. Et si ensuite on continue la conversation, je suis plus sûr combien de minutes on a, mais j'aimerais au moins lui poser quelques questions. La première question, c'est évidemment, en tant que gestionnaire de cette équipe-là, comment elle voit son rôle de patient? Parce qu'elle n'est pas seulement patient, partie prenante, patient, collaborateur, elle est gestionnaire du projet. Comment elle voit son rôle de patient influencer la gestion d'un projet tel que celui-ci? À toi la parole, Suzy. OK, merci Tarek. Mais c'est ça. Pour moi, Opal a joué un très grand rôle dans mon expérience avec le cancer. J'ai eu un cancer de sein en 2019. Excusez, je cherche des fois les mots en français. Et j'ai eu Opal par la suite pour être capable d'obtenir mes traitements de radiothérapie. Je venais de finir 7 mois de chimion, donc j'avais un système immunitaire quand même faible. Donc, puis c'était au début de la pandémie COVID. Donc, la dernière place que je voulais être, évidemment, c'était un centre hôpital tous les jours, attendre dans une salle d'attente pour avoir mes traitements. J'ai eu Opal et c'est ça, j'ai été capable de terminer mes traitements. Et par la suite, quand j'ai commencé à faire un peu de feedback avec vous puis avec John Kildea, j'ai vu vraiment que mon expérience de travail dans info nuagique, security et compliance, que ça touchait vraiment où on voulait aller avec le projet. Quand que je regarde tout le développement, tous les projets qu'on travaille dessus présentement, premièrement, je me mets toujours dans mon rôle, dans mon expérience comme patient. Qu'est-ce que m'aurait aidé pendant que je passais au travers de mes traitements? Qu'est-ce que ça peut aider les autres? Être malade avec quelque chose comme cancer, ça change la vie. C'est vraiment, c'est un temps que vous êtes vraiment stressé. Puis le manque d'informations, l'attente pour avoir les résultats, ça augmente le stress. Donc, vraiment, pour joindre l'équipe, c'était vraiment au but de m'assurer qu'on pouvait continuer le travail qui a été débuté avec toi, John et Laurie, mais aussi de toujours impliquer qu'est-ce que les patients, qu'est-ce que les caregivers voulaient avoir au niveau d'accès à leurs données ou à les données de ceux qui aident, qui sont caregivers. Merci. Et je vais vous poser cette question aussi en tant que patiente. Vous voyez quoi? On en a un peu déjà parlé par rapport à tout ce qui est les avantages, les inconvénients d'avoir quelque chose comme ça, parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise. Donc, vous l'avez utilisé comme patiente, un outil comme celui-là, où il y a beaucoup de partage de données des deux sens. Les patients reçoivent leurs données, mais nous donnent aussi certaines données. Comment vous avez trouvé ces inconvénients, ces avantages de ceci? J'ai pas trouvé vraiment beaucoup d'inconvénients. Je sais que le monde y ont touché un peu avec la compréhension qu'un patient peut avoir au niveau de les données qu'ils n'ont jamais eues avant. Je pense qu'avec des bons matériaux éducatifs, ça aide beaucoup. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'accès dans le temps réel à les données. Ça apporte pour moi vraiment un changement au niveau de comment que le temps avec votre médecin est plus productif. Parce que quand on attend, mettons, pour les résultats de laboratoire, surtout avec plusieurs maladies, t'attends beaucoup pour les résultats. Puis avec le plus que le temps d'attente est élevé, mais le plus que notre stress est élevé. Donc, recevoir les résultats
dans le temps réel, ça diminue le temps. Puis, tu sais, ça nous donne aussi un peu de temps de réfléchir sur le résultat, où que tu t'enlignes. Tu sais, quand tu reçois tes résultats juste avec ton médecin, quand tu es dans son bureau, surtout si les résultats ne sont pas favorables, notre première réaction, c'est juste de réagir. Tu sais, puis, en tout cas, pour moi, j'ai arrêté d'écouter ce qu'il disait mon médecin. La seule affaire que j'ai entendue, c'est oui, c'est un cancer. Donc, tu sais, avoir les résultats en temps réel, même si le médecin n'est pas là, ça nous laisse le temps de réagir, d'absorber, puis de réfléchir pour des bonnes questions, que quand on est avec notre médecin, que c'est plus productif, qu'on lui demande, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, ça signifie quoi ce traitement-là. Dans le temps, quand on parle aussi comme les clinical notes, ça aussi, honnêtement, tu sais, pour ceux comme Sylvain et Karina qui peuvent avoir tu sais, une tonne de données médicales, c'est sûr que quand que tu vas avec un nouveau médecin, tu sais, il n'aura peut-être pas eu le temps de tout lire ton dossier, tout lire les notes, tout lire les affaires que les autres médecins auront aperçues. Avoir accès à nos propres données. En tout cas, moi, j'ai lu toutes mes notes cliniques. J'ai appris aussi. Puis c'est ça, je me rends vraiment plus un rôle plus actif dans mon soin, vraiment plus partenaire, comme qu'on dit. Puis quand que mon médecin me demande, tu sais, on s'enligne où est-ce que tu veux y aller, puis avoir mon consentement. Mais là, c'est vraiment plus éclairé, c'est it's informed consent. Je comprends un peu mieux qu'est-ce que vous parlez. Merci beaucoup, Suzy. Je crois qu'il est 10h30, donc merci de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter.